Chaque être humain qui arrive dans notre monde est différent par son physique, par son caractère, par sa façon de faire ou de penser, mais aussi tout simplement parce qu'il est unique. Mais nous avons la plupart du temps des points communs dans notre développement. Le premier regard à notre maman, le premier sourire, les premiers pas et les premiers mots. Mais pour certains enfants, ces étapes se font plus lentes, voire ne se font jamais. Et alors le mot handicap entre dans les familles. Dans cet épisode, Séverine nous parlera de l'arrivée de son petit Raphaël, atteint d'une maladie génétique extrêmement rare, qui développera chez lui un retard neuropsychomoteur. Elle nous expliquera comment elle a dû adapter son quotidien, sa maison, sa vie professionnelle pour être près de lui, mais aussi tout l'amour que Raphaël lui a transmis à travers ses regards et ses sourires. Elle nous parlera des différentes thérapies à l'étranger dont Raphaël a pu bénéficier, de son pays de cœur, l'Inde, de son association Un pas pour Raphaël, de sa pratique du yoga, si essentielle à sa vie et à sa reconstruction. Mais Séverine nous partagera aussi ce moment si intime, si douloureux, si fort, lorsque son petit garçon a rejoint les étoiles à l'âge de 12 ans. Séverine a tout porté, puis a fini par sombrer. Alors elle est partie, loin, pour enfin revenir et de nouveau vivre. Vivre 1000 fois plus, pour continuer, pour lui, pour son sourire, pour son amour, pour Raphaël. Attention, dans cet épisode, nous traiterons de sujets sensibles tels que le handicap, les soins palliatifs et le décès d'un enfant. Nous vous conseillons de vous mettre dans de bonnes conditions et d'aller à votre rythme pour l'écouter. Donc la bonne nouvelle, le neuro me dit, c'est que cette épilepsie qui, il y a encore quelques années, n'était pas gérable et qui était fatale, là on a maintenant des traitements qui permettent d'en venir à bout. Et quand il me dit ça, il est confiant, il y croit, et du coup moi j'y crois. J'y crois, mais il y a quand même cette petite voix qui se dit, oulala, on va pas se réjouir trop tôt. Faut voir. Voilà, il faut voir. Faut voir dans le temps ce que ça donne. Voilà. Mais par contre, il m'explique effectivement, maintenant qu'il a ce diagnostic d'épilepsie, il comprend pourquoi les autres traitements n'ont pas fonctionné finalement. Oui, ça ne servait à rien du tout en fait. Il y en avait un qui avait été assez pertinent parce que Raphaël, quand on avait commencé un des traitements, ça lui a permis de ne pas faire de crise pendant 3 semaines. Et donc, pendant ces 3 semaines-là, j'ai vu Raphaël retrouver l'énergie, retrouver toutes ses capacités, retrouver cette connexion avec le monde qui l'entourait et retrouver ses capacités motrices qu'il avait perdues, en fait, ou en apparence qu'il avait perdues, ses capacités aussi cognitives, où on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien en fait qui se passait. Le neuro me dira, ça a été la lune de miel de Raphaël parce que ce traitement peut agir, mais dans ce type d'épilepsie, mais ça dure sur une période courte. Mais au moins, ça m'a permis quand même de voir Raphaël dans tout ce qu'il aurait pu être. Parce que finalement, moi, au moment où l'épilepsie commence, Raphaël a 7-8 ans. Et donc, ça reste un petit garçon. Et finalement, quelques années plus tard, c'est un préado. Oui. Et donc, je me dis, c'est comme si on me redonnait un enfant tout neuf. Oui, à son âge. Voilà, à son âge. Et qu'entre les deux, il y a une parenthèse où il ne se passait plus rien. Quoi. Donc ça a été des très bons souvenirs. Ça vous a fait du bien tous les deux. Ouais. On a profité, à ce moment-là. Donc Raphaël a eu d'autres soucis de santé qui ont précipité son départ après ? On va dire que c'est les conséquences de l'épilepsie. D'accord. Voilà, c'est les conséquences de l'épilepsie, puisque les traitements qui ont été mis en place après, ça devait être plusieurs traitements, mais qui devaient être mis en place progressivement, pas tous ensemble. Eh bien, pendant ce laps de temps, l'épilepsie s'est aggravée. La maladie de l'épilepsie a été plus vite. Oui, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré. Ça a été plus vite que les effets des traitements et que la mise en place des traitements. Ce qui faisait que la dernière année, ça a été difficile et les 6 derniers mois. En juin, je me souviens que le neuro m'avait dit « Ça y est, là, on intègre ce traitement.
Préparez-vous, qu'est-ce que vous voulez pour votre fils en septembre, hein, parce que là, votre fils en septembre, ce sera plus le même enfant. Il va falloir qu'il soit occupé, qu'il y ait plein de choses qui soient mises en place autour de lui. Parce que Raphaël passait son temps beaucoup allongé, à se reposer entre les crises, finalement. Et donc, moi, je commençais à me projeter, super, j'ai l'été à préparer pour préparer un petit peu ce qu'on pourra mettre en place. Et puis finalement, on arrive en septembre, je vois aucune évolution. Et là, je me dis, mince, il n'y a pas d'évolution. Et là, il y a une partie de moi, au fond de moi, qui commence à ne plus y croire. Voilà. Et en septembre, fin septembre, il y a un rendez-vous à Bordeaux. Je pense qu'il y a eu des moments avant où je commençais à ne plus y croire. Mais on reprend vite le dessus. Et tu repartais dans le positif. C'est ça. Mais là, fin septembre, il y a une partie de moi qui n'arrive plus à y croire et j'ai épuisé, moi, tout ce que je pouvais en tant que maman faire, en fait. J'ai, pour moi, le meilleur neuro possible en face de moi. Et donc, si lui, il n'y arrive pas... Oui, tu vois pas ce que tu peux faire de plus. Ouais. Et au fond de moi, je commence à me dire, dans tous les cas, je serai contente parce que tout aura été fait. Voilà. Il n'y aura pas de regret à avoir. Tout ce qui aurait pu être fait aura été fait. Et à ce moment-là, fin septembre, je me souviens, je lui ai dit, là, j'aimerais bien qu'on envisage la mise en place de l'équipe de soins palliatifs, d'accompagnement aussi à la maison pour gérer certains soins, pour éviter les hospitalisations à droite, à gauche, tout le temps qui le fatiguent. Les trajets commençaient à être fatigants pour lui. Donc, je voulais absolument préserver, en fait, ses ressources vitales, on va dire, et son énergie, le peu d'énergie qu'il avait. La dernière hospitalisation par rapport à la mise en place d'un régime cétogène se fera aux vacances de la Toussaint. Le médecin se rendait compte que tous les traitements chimiques, Raphaël ne réagissait pas, en fait, ne réagissait pas comme ça aurait dû. Donc, il me dit, on va tenter le régime cétogène qui peut apporter de bons résultats. Malheureusement, il n'y a pas été très sensible, enfin si très sensible dans le sens où, alors pas sensible sur le plan épileptique, mais très sensible sur le plan transit. D'accord. Il est tombé, c'était des diarrhées. D'accord. Des diarrhées. Tout ce qu'il mangeait, ça partait en eau. Voilà, donc Raphaël a commencé à perdre beaucoup de poids, sachant qu'il en avait déjà pas beaucoup. Et puis là, moi, je suis assez inquiète. Je dois, au mois de décembre, partir en Inde. Parce que du coup, moi, depuis qu'on est séparés avec le papa, c'est la 3e année où je me dis, je dois prendre des vacances. Ça fait des années que j'ai pas pris de vacances. Je ne sais plus ce que c'est que des vacances. Je repars en Inde toute seule pour faire des cures ayurvédiques pour moi. Voilà. Et cette année-là, je crois qu'encore 2 jours avant mon départ, je ne sais pas si j'y vais ou pas. J'ai un doute, je me dis, mais je sais au fond de moi qu'on n'ira plus très loin. Ce qui est dur, en fait, c'est de sentir ça et en même temps de s'accrocher à tout ce qu'on peut, quoi, de vouloir y croire encore. Mais c'est normal parce que l'admettre, c'est aussi laisser la place à ce qu'on ne veut pas qui arrive, tu vois. Oui, et l'espoir, il a été jusqu'au bout, mais en même temps, il y avait ça au fond qui était quand même qui avait de plus en plus sa place, comme une conviction, une certitude que malheureusement, on y allait. Et oui, donc tu avais peur de partir en Inde et que ça se passe à ce moment-là. Bien sûr. Voilà. Et en même temps, moi, je lui avais parlé à Raphaël. Voilà. J'essayais toujours dans ma relation et mon lien avec Raphaël. Que Raphaël n'ait pas apporté ce qui m'appartenait. Voilà. Comme il n'avait pas apporté, pour moi, les enfants n'ont pas apporté ce qui se passe chez les adultes, chez les parents. Voilà. J'ai trop porté, donc je n'avais pas envie de faire porter ça à mon enfant. C'est pour ça que j'ai aussi, avec le papa, tenté de faire en sorte que tout se passe au mieux. Pour que Raphaël ne soit pas affecté par ce qui se passait dans votre couple. Voilà, on n'était plus en couple, mais dans la relation. Et on va dire qu'avec le papa, on a trouvé les dernières années
une bonne entente pour que ça se passe le mieux possible. On n'avait pas le même regard sur les choses. C'est sûr que sans vouloir me dire que j'étais objective, je pense que j'étais très objective par rapport à la situation de Raphaël et que quand j'en parlais avec le papa, il n'avait pas du tout le même regard. Donc ça peut être une forme de déni, qui peut se comprendre. En fait, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me faire croire des choses qui sont pas la réalité de ce qui est perceptible là, maintenant. Oui. Donc voilà, moi je suis partie en Inde malgré tout, en me disant ça me fera du bien. Le papa aussi m'avait dit ça te fera du bien, donc je me suis dit ok, je lui avais demandé tu crois que tu vas pouvoir gérer? Il m'avait dit oui. Bon, il y avait les personnes qui travaillaient auprès de Raphaël qui prenaient le relais aussi auprès du papa tous les jours. Mais je suis partie en ayant quand même parlé à Raphaël, en lui disant voilà, que si lui, la vie, voulait qu'il lâche avant, eh bien que c'était ok. S'il pensait que maman devait être là, eh bien que je reviendrais, parce que voilà, je partais juste pour me reposer. Et je lui ai dit tout ce que je lui ai toujours dit toute sa vie, mais peut-être ce qui est important d'entendre dans les derniers moments voilà, aussi. Donc tu es rentrée d'Inde? Ouais. Et là, Raphaël, son état va se dégrader encore? Ouais, en fait, dès que je le récupère, je vois qu'il a maigri. Je vois qu'il est pas bien. Et en fait, lui, il lâche. Il attend que je revienne pour lâcher. Et donc, il commence à tousser, à avoir du mal à respirer. Je vais aux urgences. Enfin, j'appelle les urgences. Il y a un traitement qui se met en place. Il y a une radio des poumons qui est faite. Et là, les poumons sont très, très abîmés. Je me souviens très bien que ce médecin, là, ce pédiatre, c'est un monsieur, à mon avis, qui a repris du service parce qu'il a certainement largement l'âge d'être à la retraite, mais qui a dû reprendre du service face à un manque de soignants. Et il y a un échange très fort entre nous. Dans le regard, dans les mots, il y a un peu d'humour et il y a de la profondeur en même temps. Parce que je sais qui c'est. Et il sait que j'ai compris aussi. Voilà. Mais malgré tout, voilà, on rentre à la maison, le traitement antibio pendant une semaine. Ça a l'air un peu d'aller mieux. Mais c'est très relatif parce que finalement, le lendemain où on arrête les antibiotiques, finalement, il rechute. Et donc là, je rappelle les urgences, il est transféré. Et puis, dans la nuit, j'entends à un moment que la respiration n'est pas la même. Et là, je m'approche, je me dis, il a dû arracher les lunettes à oxygène comme il avait déjà fait. Et en même temps, là, je vois que les lunettes à oxygène sont en place. Et là, je vois qu'il désature. Et là, je comprends ce qui se passe. Et l'équipe des soignants à Rochefort me dit tout de suite, on va pas pouvoir le garder vu ses antécédents. Et ils appellent Poitiers ou Bordeaux. Il est transféré en réanimation à Poitiers. D'accord. Voilà. Et sur le trajet, dans l'ambulance du SMUR, je suis à côté du chauffeur, à l'arrière, Raphaël est avec le médecin et l'infirmier réanimateur, je crois, de mémoire. Et le chauffeur me dit, madame, essayez de dormez. Reposez-vous, dormez. Et je me dis, je sais pas si je lui dis ou si je me le dis. Je dis, mais je suis incapable de dormir. Et donc, je regarde un petit peu par la lunette arrière pour voir. Et bon, je vois que, de toute façon, moi, je suis à l'avant, je peux rien faire. Et puis, qu'il est bien entouré. Donc, je me dis, ok, je vais fermer les yeux. Et là, en fermant les yeux, j'ai eu le film de sa vie qui a déroulé comme si toutes les images, il y avait plein d'images qui venaient de partout. Et je sens au plus profond de moi que là où on va, Raphaël n'en ressortira pas vivant. Comme une évidence, en fait. Un truc qui me dépasse, en fait. Et en même temps, là-bas, je n'ai jamais cessé de vouloir y croire, de m'accrocher à tout ce que je pouvais. Ce qui a été vraiment bien, c'est que l'équipe de Réa
de Poitiers a été exceptionnelle. L'équipe de soins palliatifs qui n'avait pas lâché depuis le mois de septembre. Enfin non, c'était pas septembre, c'est en octobre que ça s'était mis en place. Les soignants là-bas, moi j'ai eu vraiment un discours très transparent. Je leur ai dit, moi je veux la vérité. Je veux pas qu'on me raconte ou qu'on me fasse croire quoi que ce soit. Je veux pouvoir me sentir libre de poser toutes les questions possibles. Je veux qu'on me réponde en vérité. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Qui est important pour toi. Ouais, c'est précieux parce que ça permet, l'air de rien, d'accompagner dans ce qui est vécu. Et dans le vrai. Voilà. Donc, et Raphaël est resté combien de temps en réanimation comme ça? Un mois. D'accord. Un mois. Et quand est-ce qu'il est parti alors? Alors, il est parti le 5 février. Tu étais avec lui? J'étais avec lui, oui, parce que le papa et moi, on se relayait en fait, pour qu'il ne soit jamais seul là-bas, dans sa chambre. Donc il y avait un relais qui se faisait. Moi, j'essayais de maintenir mon activité aussi. Ça me permettait ne serait-ce que de rentrer ici, de dormir. En général, moi, il me fallait au moins 2 nuits pour avoir l'impression de récupérer un petit peu, de récupérer du sommeil, parce que les nuits là-bas, c'était des nuits blanches. Souvent, c'était la nuit où il désaturait le plus. Et être à ses côtés, c'était une veille constante. Voilà. Il était inconscient, Raphaël, à ce moment-là? La plupart du temps, il était inconscient. D'accord. La grande majorité du temps. Ça lui arrivait d'ouvrir un petit peu les yeux, de sourire même, de temps en temps. Mais il était à bout de force. Il était à bout de force, puisqu'il était nourri par sonde. C'était infime ce qu'on lui donnait par rapport à ses besoins. Et du coup, il continue à perdre du poids. Voilà. C'est horrible de voir son enfant décharné. C'est vrai que j'arrivais plus à aider les soignants, à lui faire sa toilette, à le changer, parce que de voir son corps comme ça, c'est... Oui, tu le reconnaissais plus là. Ouais. Plus il y avait toutes les conséquences, les escarres. Voilà. Voilà, tout lâché en fait. Je voyais que tout lâché. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression de vivre un supplice. C'est-à-dire que le temps est long pour arriver à la finalité du décès. Et en même temps, on a envie de profiter de tous les instants. Oui, t'as pas envie que ça s'arrête. Et ça, voilà, c'est un paradoxe de tous les moments, quoi. On veut que ça continue et en même temps, c'est tellement... Moi, je voulais pas qu'il souffre, c'est ce que j'avais dit aux soignants. J'avais dit, je veux pas de l'acharnement thérapeutique, je veux pas qu'il souffre. Ça, c'était important pour moi. Et c'est là où, avec le papa, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, parce que lui, peut-être qu'il avait pas envie qu'il souffre, mais en même temps, du coup, il demandait des choses que l'équipe soignante avait dit, ça, on ne fera pas. On ne fera pas, tout simplement, parce qu'il y a trop de risques. Et parce que s'il tombait dans le coma, on sait qu'on ne pourra pas le ramener. Donc, ouais, je sais plus quoi te dire. On parlait de ses derniers instants, si tu étais avec lui. Le week-end qui a précédé, je me souviens qu'une amie m'a envoyé un message en me disant « Comment abordes-tu ce week-end ?» Et au fond de moi, spontanément, je lui ai dit « Comme le dernier week-end. » Voilà. Comme une évidence, comme je le savais. Ouais, je le sentais. Et je me souviens que la semaine d'avant, le papa, on avait commencé à évoquer certaines choses, enfin même assez rapidement finalement quand il était hospitalisé en réanimation, suite à l'une des premières réunions qui s'est tenue avec les équipes de soignants pour nous expliquer l'état de Raphaël et comment ils voyaient les choses. Et ils nous avaient dit qu'ils étaient très très inquiets pour Raphaël, sur l'état de Raphaël. Et le papa a voulu qu'on évoque tout de suite, si ça se terminait, qu'est-ce qu'on ferait pour l'enterrement, voilà, comment les choses seraient organisées. Il m'a dit, il vaut mieux en parler avant, parce que si ça doit arriver, après, dans l'émotion, on n'aura plus notre capacité à réfléchir. On s'était mis d'accord, oui et non, parce que lui, il voulait que l'enterrement soit d'une certaine manière. Moi, c'était pas ma vision de ce que je souhaitais. Finalement, j'ai accepté cette demande, même si effectivement c'était pas mon souhait, toujours faire pour les autres. Voilà.
Ça me suivait encore. Et donc, on a passé le dernier week-end. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Raphaël. Voilà, je lui tenais la main, je lui parlais, je faisais en sorte qu'il se sente libre de partir. La seule chose que je sentais, c'est que son père, lui, n'était pas prêt à le lâcher. Et c'est pour ça que je trouvais ça bien aussi, ces moments où finalement son père était avec lui et que moi, je n'étais plus là, pour que son père puisse aussi, en étant avec lui, voilà, 24 heures sur 24 sur quelques jours, qui réalise, qui chemine aussi dans cette possibilité-là de départ de Raphaël. Et puis en fait, le lundi matin, je me suis dit, ok, ça va être cette semaine, ça sera jeudi ou vendredi. Et puis le mardi matin, quand je me suis levée, mais j'ai vraiment senti dans mes tripes, hein, à l'intérieur, je me suis dit, oh là là, non, ça sera pas vendredi, ça sera avant. Et donc là, il y a un truc en moi qui s'est précipité en fait. Dans le sens où Raphaël, dans sa chambre, il avait un lit médicalisé en location, et je me suis dit, là où on était d'accord aussi avec le papa, c'est qu'on ne voulait pas que Raphaël soit jamais tout seul, et sûrement pas dans une chambre froide, et on avait demandé s'il pouvait être ramené à la maison. Tout ça, ça avait pu être évoqué finalement les jours un peu qui précédaient, avec l'équipe de soignants, et ils nous avaient dit... On fera aussi avec les contraintes de l'hôpital, parce que suivant la date du décès, le moment du décès, la chambre de froide en fait est fermée au public le soir, donc du coup c'est le côté logistique qui pouvait il y a plein de réglementations qui font qu'il y a des choses qui sont pas possibles. Mais comme on avait bien expliqué tout ce qu'on voulait, eh bien ils en avaient eu connaissance, donc ça a pu être mis en place comme on le souhaitait, et le souhait c'était effectivement que son corps soit ramené à la maison jusqu'à l'enterrement. Moi, donc, le mardi, je me dis, oui, il faut vite que j'appelle... faut libérer la chambre pour qu'il y ait de l'espace. Et donc, quand j'appelle, on me dit, oh là là, là, les rendez-vous, c'est pas tout de suite. Donc, j'explique la situation, on me dit qu'on me recontacte, mais je me dis que ça va pas être de suite. Et je laisse quand même passer la journée, le mardi. Et le mercredi matin, je me lève, je me dis, ok, moi, je devais y retourner le jeudi à Poitiers. Et dans les faits, je dis non, c'est aujourd'hui qu'il faut que j'y aille. C'est aujourd'hui que ça va arriver. Je le sentais. Et donc, j'appelle l'entreprise, non pas directement l'accueil, mais j'appelle directement finalement la personne qui est chargée de faire la livraison et tout. J'ai son numéro de portable, je me dis, je tente le coup. Voilà, on verra bien. Et il me dit, écoutez, il entend la situation, il me dit, ok, écoutez, je vais me débrouiller, je vais venir jeudi matin. Je dis, ok, très bien. Moi, je me dis, bon, ça va être trop tard, mais c'est comme ça. On fera comme on pourra, on verra, on avisera. Entre-temps, moi, le mercredi matin, j'ai un cours de yoga, donc je vais faire mon cours de yoga. Et le papa a fait les démarches auprès de la mairie pour voir une concession au niveau du cimetière. Et il m'envoie les plans. Je lui dis, moi, j'ai besoin d'aller voir sur place. Je vois les différentes concessions possibles et j'en vois une. Je me dis, c'est là qui sera là, Raphaël. Et après, je me dis, je rentre vite à la maison. Je vais faire une petite promenade à mon petit chien. Et puis je pars après à Poitiers. Et puis en fait, je rentre à la maison, je prends Raja, je suis pas arrivée au bout de l'impasse, je me dis je peux pas attendre, il faut que j'y aille. Voilà, donc je ramène Raja, j'appelle vite une amie en lui disant écoute, est-ce que tu peux venir récupérer, parce que dès que j'allais à Poitiers, il y avait une amie qui prenait le relais. Et du coup, entre-temps, il y a la société qui me rappelle pour le lit, le monsieur qui me rappelle pour le lit et qui me dit écoutez, finalement là j'ai une disponibilité, je peux être chez vous à 14h. Moi, je suis déjà sur la route. Donc, je rappelle cette amie. Je lui dis, est-ce que tu peux être à la maison à 14h? Elle me dit, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, Séverine. Et donc, voilà, tout se fait, en fait, avec une forme de fluidité. Et moi, j'arrive là-bas, l'équipe de soins nous donne rendez-vous avec le papa. Le papa, lui, a lâché prise. C'est-à-dire que le lundi soir, Raphaël, il en avait déjà fait des désuturations jusqu'à des moments où il devenait bleu. Et des fois, par miracle, ça mettait 1 heure, 2 heures, ça remontait, je ne sais pas par quel miracle. Et puis, les 2 derniers jours, ça a désaturé beaucoup quand le papa était avec lui. Et là, il a fini par lâcher. Il a dit, ok, c'est bon, j'abandonne. Parce que là, il a compris que son fils souffrait et que c'était de l'acharnement. Et donc, l'équipe de soignants nous avait dit, voilà... nous avait déjà évoqué l'accompagnement, en fait, sans souffrance, avec des sédatifs, des choses comme ça. Et
On s'est retrouvés là avec ces soignants qui nous disent que c'est peut-être le moment. Et j'entends que ça ne peut pas se faire sans notre aval. Je leur dis c'est très lourd comme responsabilité pour un parent, c'est terrible. C'est terrible en fait de devoir décider de ça. Et en même temps ils nous disent c'est pas vous qui décidez, c'est nous. Mais en même temps, ça peut pas se faire sans nous, donc ça veut dire qu'en fait, c'est quand même, enfin, on porte aussi ce poids-là. Et là, tout va très vite. Faut que son papa et moi, on est à ses côtés, on lui tient la main, chacun une main. Moi, je chante, des mantras. Voilà, son papa chante des comptines. Et je sens Raphaël à un moment qui me serre la main. En fait, je sens comme une petite pression. Une petite pression. Et sur le moment, je sais, je me dis non, mais c'est pas possible. Je dois me faire des idées. C'est moi qui. Et pas que je pense, et que je suis sûre que je me suis pas fait une idée. Je sens qu'il m'a fait un petit signe. Voilà, c'est ça. Donc il y a les sédatifs qui lui sont administrés et puis progressivement les soignants arrêtent l'oxygène, puis ils arrêtent d'un coup. Et moi je me souviens, je réagis, je dis ah mais non, faut peut-être pas arrêter. On est dans un espèce de truc assez... Tout se mélange. Où tout se mélange, c'est-à-dire qu'on sait que c'est ce qui va se passer, on nous l'a expliqué de long en large, et là, en même temps, on comprend que là, si on éteint la machine, du coup, il va plus pouvoir respirer, il va mourir, mais oui, c'est ça qui doit se passer, donc ça se passe comme ça. Est-ce que tu es, pas dire soulagée pour lui, mais... Quand il part, est-ce que tu te dis, ça y est, il va être calme, il souffrira pas, plus? Ouais. T'as une petite part de toi quand même. Sur le moment, en fait, je pleure pas. Moi, sur le moment, je suis comme j'ai toujours été pendant 12 ans, c'est-à-dire la maman... Tu portes tout. Qui pleure de temps en temps, mais qui pleure toute seule. Et puis, je suis la maman qui doit être là, solide... Pour que lui, il se sente qu'il n'ait pas apporté ma tristesse, en fait, tout simplement, et qu'il puisse se sentir apaisé de partir. Et donc, je pleure pas, je me sens portée par quelque chose de plus grand que moi, en fait, où je sens qu'il est là. Il est là. Autrement, mais je sens qu'il reste là. Moi, je crois à autre chose après la mort du corps. Je crois qu'il y a autre chose. Voilà, ça m'appartient après. Donc, du coup, je me sens portée par quelque chose. On peut rester à ses côtés. Les équipes de soignants ont dit, voilà, vous pourrez rester. On va le laisser dans la chambre. Il est 20h, il est un petit peu avant 20h quand le cœur finit par s'arrêter. On reste à ses côtés, l'équipe de soignants nous dit certaines formalités, qu'à un moment il faudra l'habiller pour préparer le corps, et donc ça sera un moment où par contre on ne pourra pas rester dans la chambre, et donc dans ce moment-là qui dure, je ne sais pas trop combien de temps, c'est là où moi j'envoie les messages aux amis, à la famille, pour annoncer le décès de Raphaël. Là, c'est acté le fait de l'écrire pour toi? Ouais, et puis c'est aussi parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru, qui n'arrivaient pas à concevoir que Raphaël allait partir. Que ça pourrait s'éteindre, ouais. Et du coup, j'avais aussi ce devoir de leur annoncer que c'était fini. Même si effectivement je leur avais déjà annoncé peut-être un peu avant, parce que moi quand je suis arrivée à Poitiers, j'avais envoyé justement à tous ceux qui connaissaient Raphaël, aux amis, à la famille, j'avais demandé que les gens allument une bougie, que Raphaël vivait ses derniers moments. Et donc je voulais que les gens dans l'esprit se rassemblent dans ce départ pour pas qu'ils se sentent seuls dans ce départ, qu'ils se sentent entourés. Ça t'a fait du bien, ça, de te sentir aussi aidée comme ça?
Ouais. Ça m'a fait du bien, mais en fait, j'étais contente pour lui aussi. Parce que, je crois que dans mes croyances à moi, je crois qu'il faut du courage pour venir s'incarner, mais il faut aussi du courage pour partir. Voilà, quand c'est le moment. C'est pour ça qu'il y en a des fois qui mettent si longtemps peut-être aussi à partir. Et voilà, dans ces moments-là, effectivement, j'ai annoncé les choses, mais par message, parce que j'étais pas capable d'appeler les gens directement. Bien sûr. Donc c'était plus facile pour moi d'envoyer un message. Et en même temps, j'ai pas souvenir d'avoir pleuré en fait. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à pleurer. Je pense que c'est peut-être quand il est revenu à la maison. Son corps est revenu à la maison. Parce qu'il y avait maintenant les obsèques à organiser. Donc fallait être solide, encore une fois. Mais j'ai quand même pleuré, ouais. Et est-ce que les au revoir que vous aviez décidé de lui organiser, alors toi vous n'étiez pas forcément d'accord, est-ce que tu as quand même été satisfaite de la façon dont ça s'est fait? Oui. Ouais. Moi, ce que je voulais pas, c'est qu'il y ait une tombe. J'aurais préféré une incinération. Oui. Mais on était d'accord sur l'église, sur les choses. Et puis finalement, en fait, les obsèques, c'est moi qui les ai organisées parce que là, le papa, lui, ne tenait plus debout, si on peut dire. Voilà. Donc, je lui faisais part de ce que je prévoyais et il me disait, voilà, il était d'accord, ok. Ouais. Donc oui, la journée de l'enterrement était tout à fait en phase, et même tous les jours qui ont précédé l'enterrement, tout ce qui a été mis en place par les proches correspondait exactement à ce que tu voulais, et à Raphaël aussi. C'est même pas ce que je voulais, c'était même au-delà. Je pense qu'il y a des choses que... jamais t'aurais pensé. Que j'aurais pas pensé, qui se sont fait, tout s'est fait... fluidement. Voilà. Ouais. Les gens ont proposé. Ça correspondait à lui. Voilà. Ouais. Donc tout était très bien. Tout était très très bien. Ouais. Comment tu vis les semaines après? Tu te sens... alors bien sûr triste, mais vide, parce que du coup Raphaël prenait une place au-delà d'un enfant classique, on va dire, prenait une place très importante dans ton quotidien aussi. Ouais, Raphaël prenait toute la place, et ma vie tournait autour de Raphaël. Ouais. Et comment je me sens après? Eh bien, je me sens... je dirais que je me sens dans un autre monde. Oui, dans un monde parallèle. Ouais. Comme s'il y avait une forme de dissociation, en fait, où je suis là, je continue à fonctionner, mais je suis plus là. Ouais. Voilà. Ouais, il y a vraiment cette sensation de dissociation. Il y a cette absence, ce vide, cette maison sans lui, cette maison dans laquelle j'ai besoin d'être le plus souvent possible. Ouais. Donc j'ai beaucoup de mal à aller à l'extérieur au début. Voilà. Et puis il y a le deuil qui commence, le processus de deuil qui commence à se mettre en place. Où, alors moi, il n'y a jamais eu en vouloir à la terre entière, en vouloir à quoi que ce soit. Il n'y a pas eu tout ça, moi. Il y a eu le manque, le vide, l'absence, la tristesse. Voilà, jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. Voilà, cette première étape. En juin, je décide de partir en voyage. Je pars en Indonésie, plus de 25 ans plus tard. J'ai besoin de partir pour savoir qui je suis. Qui je suis maintenant. Voilà. Et j'ai besoin de n'être plus personne. Pourquoi? Parce que dans ce deuil, il y a le deuil d'un enfant, mais il y a le deuil de la maman que j'ai été pendant 12 ans. Il y a le deuil du handicap, parce qu'on est plongé en handicap, on vit dans le handicap. Donc, l'air de rien, on est connecté à des pages sur des réseaux pour savoir le matériel, pour savoir les thérapies, voilà. Et du coup, tout ça, ça n'a plus aucun sens. Du jour au lendemain, tout ça
Oui, il n'y a plus rien. N'existe plus en fait. Et en même temps, je me regardais continuer des fois à lire des trucs et à me dire, bah oui, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert plus à rien, quoi. On se refait le film, à se dire qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'aurais pu faire, voilà, à s'en vouloir aussi, à se dire est-ce que en tant que maman, quand ton enfant n'est plus là, bah, finalement, que ça veut dire que t'as pas été une bonne maman, t'as pas une remise en question. Voilà. Même si au fond, je sais que je vois pas ce que je pouvais faire plus. J'ai fait je crois ce que je pouvais plus. Mais forcément, ça remet en question tout ce que tu as fait, tout ce que tu as été. Et en Indonésie, tu as trouvé des réponses sur moi ouais, je crois que oui. En fait, Raphaël, pendant tout ce voyage, il était avec moi. J'ai l'impression que je vivais ce voyage à travers lui. C'est comme s'il m'accompagnait à chaque instant, en fait. Chaque moment, c'est comme si il y a un moment quand je partais dans des pensées, dans des émotions, hop, il me ramenait dans la vie. Voilà, à regarder la vie, à vivre la vie. Ouais, j'ai trouvé des réponses, mais c'est pas... ces réponses, en fait, ça pourrait se résumer que dans la vie, on passe notre temps à être dans des rôles, à être un tel, en fonction de telle relation, mais que quand on est face à soi, dans un voyage seul, c'est là où on est le plus soi, en fait, voilà, je dirais. En résumé, ça pourrait être ça. Donc je reviens de ce voyage plutôt plus légère, plus apaisée. L'été se passe, plutôt... pas trop mal, voilà. Il y a des moments de tristesse, mais il y a quand même quelque chose qui me porte. Et puis après, il y a l'automne. L'automne, ça a été la descente. Ouais. La descente. C'est-à-dire que ça a été pire que les premiers mois. D'accord. Ça a été vraiment... C'est un espèce de retour du bâton. Ouais, retour de bâton. Je me suis accrochée à tout ce que je pouvais. Mais tu plonges. Et tu plonges. Et tu vois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui n'arrête. Il n'y a rien qui te retient. Il n'y a rien qui... Ouais. C'est le mot qui résume le mieux ça. C'est un effondrement intérieur. C'est comme si toute ta vie, tout ce que tu es, ça s'effondre. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Il n'y a plus rien. Un chaos, un volcan, un tsunami, enfin une tempête, tout ce qu'on veut, mais... tout est rasé, quoi. Tout est, tout est rasé et qu'à un moment, toi-même, tu essayes de t'accrocher à ce que tu peux, mais il y a tout qui glisse. Ouais, c'est un peu mal. Tout qui... Voilà. Et qu'il n'y a plus les mots, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Et il n'y avait plus de sens, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce qui va... qu'est-ce qui va te faire remonter ? Qu'est-ce qui va me faire remonter ? Un voyage en Inde. Je pars le 21 novembre. Moi, l'Inde qui a toujours été ce pays où, pas le premier voyage ou pas les premières heures, mais qui après a été ce pays qui m'a... qui t'a sauvé. Qui m'a sauvé, qui me réveille, qui me guérit, qui me tout. Et bien là... je finis mon dernier cours le jeudi soir et je rentre à la maison et je m'effondre et je commence à pleurer. Je pleure pendant 24 heures jusqu'à arriver là-bas en Inde. Même dans l'avion, je pleurais, dans le train, je pleurais. Je me suis dit, waouh. Enfin, et impossible de retenir en fait. Voilà. Et j'arrive là-bas. Je me rends compte que après la première nuit, j'arrive en fin de journée. Donc je passe la première nuit et je me réveille le lendemain matin et je vais dehors dans les rues. Et la magie de l'Inde opère. Comme si, il y avait une énergie là-bas qui me ramenait à la vie. Ça passe pas de l'effondrement, ça passe pas à un truc exceptionnel du jour au lendemain, on est bien d'accord. Oui, c'est des petites étincelles. Mais en tout cas, je vois qu'il y a un petit quelque chose qui est là. Ça s'allume tout doucement. Que je peux effectivement regarder le monde autour de moi et je peux sourire. Voilà, mais je vis au jour le jour, comme je fais en Inde, mais que je fais aussi chaque jour finalement. Je fais ma cure ayurvédique. Il y a des moments de tristesse, il y a des moments de larmes, mais il y a aussi des moments où il y a de la vie. Voilà. Je partage ça avec d'autres personnes, puisqu'il y a des élèves qui viennent avec moi faire cette cure.
Donc il y a des beaux moments de partage aussi qui se jouent. Il y a des belles rencontres aussi parce que je reste une semaine de plus après ma cure. Comme d'habitude, je rentrais pour Noël, pour récupérer Raphaël. Et là, je sais qu'il n'y aura pas Raphaël. Donc je m'autorise à me dire, j'ai pas envie de revivre le N+1 en étant dans le même contexte. Je m'autorise à me dire, reste une semaine de plus si c'est possible. Et donc je le fais. Et quand je reviens, du coup j'ai passé ce cap, on va dire, d'hospitalisation, ou voilà, et je reviens plus légère, et puis avec quelque chose en moi, où à l'automne je me disais que la vie n'avait plus de sens, je ne voyais plus de sens, et j'avais l'impression de répéter en boucle, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, alors ça je l'ai peut-être toujours dit, mais là c'était je ne sais pas à tout bout de champ. Et là, je rentre en me disant, en réalisant finalement que je ne sais toujours pas, mais dans ce je ne sais pas, il y a plein de possibles. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre finalement. Il y a un je ne sais pas, mais il y a un mais, c'est ça. Mais je peux. C'est même pas le mais, non, c'est je ne sais pas, mais oui, mais si, mais effectivement, il y a un mais Oui, il y a des possibilités. Il y a des possibilités, Ouais. c'est autrement, et du coup je continue à vivre jour le jour, mais avec aussi cette envie de légèreté, de beaucoup de légèreté. Et du coup je commence à mettre dès mon retour des choses en place pour moi dans ma vie qui vont m'amener de la légèreté. Et je comprends que même si j'ai passé ma vie à faire un travail sur moi, j'ai porté toute ma vie. J'ai porté. Et là maintenant tu veux plus porter. Et je ne porte plus. Ouais. Voilà. Mais tu veux penser pour toi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a une amie qui m'a dit qu'elle voyait que j'étais plus la même depuis janvier. Il y a des gens qui... Et puis il y a du coup des choses qui bougent autour de soi, forcément. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que Raphaël, c'est comme s'il avait retrouvé une place en moi, où il est complètement là. Et que depuis son départ, il y avait des moments où je le sentais présent et ça m'allégeait, mais il y avait des moments où je passais des moments où je replongeais, où il y avait un peu ces ascenseurs émotionnels, où des fois c'était plus léger, comme je me sentais reliée à lui, avec là-haut, on va dire, c'était plus léger, mais il y avait des moments où il y avait vraiment le manque, la tristesse... tous ces deuils qui se font. Des émotions très intenses. Ouais. Et puis l'intégration de tous ces deuils, le deuil de Raphaël, mais tous les deuils qui se font. Parce que des moments de tristesse, depuis janvier, il y en a eu de temps en temps. Mais c'est pas la même tristesse, en fait. C'est pas la même tristesse. C'est pas une tristesse qui effondre, hein. C'est une tristesse... qui t'accompagne, qui est présente dans un petit coin de toi. C'est ça, et il est vivant. C'est ça. Il est vivant. Il est vivant en moi. J'ai vraiment senti, ça c'est un truc, tu vois, tu sais, après son décès, je sais pas si c'était dans les jours ou dans les semaines, j'ai vraiment senti en fait dans mes tripes quelque chose qui mourait. Vraiment. Et bizarrement, j'ai aussi senti, au moment où ça mourait, quelque chose... qui repoussait à la place. Ouais, mais vraiment, je l'ai ressenti physiquement. Alors je sais que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de mon corps, qui ressent vraiment les choses, mais c'est quelque chose comme si, quelque chose qui renaissait, mais comme une grossesse, parce que je me souviens même de m'être dit, comme si les ligaments, le bassin se remettait à bouger autrement, et je me suis dit, mais c'est fou, quoi, en fait. Je sais pas si ça s'explique scientifiquement ou médicalement parlant, mais en tout cas... Le corps réagit à tout ça, hein. Le corps et le psychique sont tellement liés. Ouais. Bon, c'était un témoignage très intense, très beau. J'aimerais juste, avant qu'on se quitte, que tu me parles de ton projet que tu as en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu aimerais faire ? Alors, ce que j'aimerais faire, c'est finalement un petit peu ce projet. En fait, on en avait évoqué avec Hugo, avec qui donc... Je souhaite
concrétiser ce projet. Il était né déjà une année avant le décès de Raphaël. Et puis finalement, il était né aussi lorsque j'ai créé l'association Un pas pour Raphaël. À ce moment-là, je m'étais dit, il faut créer une association pour permettre aux familles de faire de la rééducation et puis peut-être la faire en France plutôt que d'être obligé de se déplacer à l'étranger. Oui. Mais à ce moment-là, effectivement, je m'étais rendu compte que Raphaël avait besoin de moi à 100%. Oui. Et que je ne pouvais pas investir autant d'énergie pour quelque chose, alors que lui, au quotidien, il y avait des besoins. Ouais. Donc, quand Hugo, on en a parlé 1 an avant le décès de Raphaël, à peu près, c'était créer une structure d'accueil pour les enfants handicapés. Et moi, dans l'idée, c'était aussi de me dire, je prépare l'avenir de Raphaël. Parce que moi, j'ai plus 20 ans. Et que si Raphaël me survit, eh bien, et c'est dans la logique qu'un enfant survive à ses parents, eh bien, je veux me dire qu'il y a une structure qui correspond à l'idée que je me fais de l'accompagnement des personnes vulnérables et des personnes handicapées, notamment des enfants qui deviennent des adultes. Ouais. Et le décès de Raphaël est arrivé. Donc forcément, moi, j'ai attendu un peu avant de reprendre contact avec Hugo. Et puis, j'ai repris contact en lui disant où est-ce qu'il en était lui. Et en même temps, je voulais lui exprimer que moi, j'étais plus sur exactement le même projet. Voilà. Que les choses avaient mûri, lui aussi de son côté. Et donc, dans nos échanges, ce qui a été formidable, c'est qu'on avait avancé de la même façon. D'accord. Donc, on voulait que ce soit une structure d'accompagnement, mais plus forcément une structure d'accueil de nuit et de jour, mais juste un accueil de jour, et plutôt orienté parcours de soins, pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir sur une même structure tous les intervenants qui pourraient les aider dans leur pathologie. Et en même temps, de prendre en considération les aidants. Parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer, c'est que les aidants, finalement, on les écoute pas, on les entend pas, et que c'est essentiel, en fait. Si l'aidant flanche... tout flanche. Tout flanche. Donc voilà, on est sur cette idée-là de projet, de créer une structure qui soit orientée pour les personnes... les accompagner, mais les aidants. Voilà, pour qu'eux aussi se disent, là, pendant ce temps-là, là, j'ai un moment pour moi. Donc, soit j'en dispose comme je veux, soit je peux rester sur la structure, parce que sur la structure, il y a aussi des choses qui sont pensées pour les aidants. C'est un beau projet. Beaucoup de travail. C'est ambitieux, c'est beaucoup de travail. Et c'est surtout essayer aussi de mettre en évidence ces gens qui sont invisibles. Et puis de rester peut-être au cœur de ce qu'on est, des êtres humains, et de pouvoir aider à notre niveau comme on peut. Voilà. C'est pas changer le monde, mais on peut l'améliorer un peu. On peut, chacun a les moyens, un geste, un sourire, une main qui se tend. Une main qui se tend. Merci beaucoup Séverine pour ce magnifique moment avec toi. On te souhaite plein de belles choses, la création de ta jolie structure, et surtout on pense bien fort à ton petit Raphaël et à son joli sourire. Je vous mettrai en lien les réseaux sociaux de Séverine pour suivre son actualité et puis continuer sa lutte. Voilà. Merci encore. Merci Lucie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles et à vous abonner à notre podcast. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces histoires de femmes incroyables. Partagez également avec vos amis pour que notre communauté grandisse. Et abonnez-vous à notre page Instagram Capsule Event. À très bientôt pour un nouvel épisode.